Salut à tous, si vous cherchez des découvertes archéologiques fantastiques, vous êtes sur la bonne chaîne YouTube. C'est ce que nous faisons de mieux ici, et nous nous efforçons de vous apporter encore plus de découvertes incroyables à chaque fois que nous réalisons une nouvelle vidéo. Nous sommes toujours excités de vous parler des merveilleuses découvertes que nous trouvons, et nous allons plonger directement dedans. C'est parti. Temple de Sewu. Préparez-vous à être transporté vers la terre mystique de Java centrale, en Indonésie, où le temple de Sewu, merveille bouddhiste Mahayana du 8e siècle, attend votre exploration. Situé à juste 600 mètres au nord de Prambanan, Sewu est le deuxième plus grand complexe de temples bouddhistes en Indonésie. Le nom Sewu se traduit par 1000 temples, bien que le complexe consiste en 249 temples. Le nom original est cru être Manjusri Gra, symbolisant la gloire douce de la sagesse transcendante construite à la fin du 8e siècle. Sewu précède le temple shivaïste de Prambanan voisin de plus de 70 ans. Le temple principal, un polygone à 20 côtés, s'élève jusqu'à 30 mètres de haut et mesure 28 mètres de diamètre. Le complexe a été étendu durant le règne de Rakai Panangkaran, un prince qui a épousé une princesse bouddhiste, reflétant l'harmonie entre les communautés hindoues et bouddhistes. Bien qu'endommagé lors du tremblement de terre de Yogyakarta en 2006, le temple a été soigneusement reconstruit. La disposition mandala du temple de Sewu, les statues gardiennes et les reliefs de bossage complexes racontent une histoire de dévotion, d'art et de fusion culturelle. Imaginez les grandes cérémonies autrefois tenues ici, les murmures de sagesse ancienne et les échos d'une époque où foi et art étaient entrelacés. N'est-ce pas un aperçu fascinant d'un monde révolu? Rouleaux de Gandhara. Les rouleaux de Gandhara sont parmi les reliques les plus importantes du bouddhisme primitif dans le monde. C'est toujours un grand événement lorsqu'un est découvert ou rendu public pour la première fois, et cela s'est avéré être le cas une fois de plus lorsque la Bibliothèque du Congrès des États-Unis d'Amérique a rendu public un rouleau de Gandhara vieux de 2000 ans sous forme numérique en juillet 2019. Seuls quelques centaines de manuscrits comme celui-ci sont connus, chacun ayant quelque chose de nouveau à nous dire sur l'histoire précoce de la littérature bouddhiste. Ils sont appelés rouleaux de Gandhara parce qu'ils ont tous été créés à Gandhara, une région bouddhiste entre le Pakistan et l'Afghanistan. La légende veut que chacun d'eux ait été dicté au scribe par Siddhartha Gautama lui-même, également connu sous le nom de Bouddha Shakyamuni. Il raconte les récits des 13 Bouddhas qui l'ont précédé, y compris leur classe sociale, leurs enseignements et leurs années de naissance et de mort. Celui révélé par la Bibliothèque du Congrès est environ 80% complet et est l'un des plus anciens connus à avoir survécu jusqu'à aujourd'hui. Il est trop délicat pour être jamais exposé en public, mais pouvoir le voir sous forme numérique est mieux que de ne pas pouvoir le voir du tout. Monastère de Mezainak. Traduisez le nom Mezainak et cela devient petite source de cuivre. Cela vous donne un petit aperçu de l'histoire de ce site ancien dans l'est de l'Afghanistan, mais cela est loin de peindre toute l'image. Par exemple, il y a un ancien établissement bouddhiste à Mezainak contenant un monastère et 400 statues, et sous le monastère se trouve quelque chose de bien plus ancien. Selon les archéologues, le monastère a été construit au-dessus d'une installation de fusion de cuivre vieille de 5000 ans qui serait facilement l'installation la plus ancienne de ce type dans le monde. Personne ne sait qui étaient ces fondeurs de cuivre de l'âge du bronze ou comment ils avaient une technologie tant d'années en avance sur leur temps. Malheureusement, le site entier est maintenant à haut risque à cause d'un projet minier chinois moderne. Des tentatives sont faites pour bloquer les travaux miniers, ou au moins s'assurer qu'ils ne nuisent pas au monastère et à ceux qui se trouvent en dessous. Mais les fouilles ont déjà empiété sur le site ancien, et les archéologues sont maintenant dans une course contre la montre pour excaver tout ce qu'ils peuvent trouver là avant que ce soit perdu à jamais. Vin le plus ancien. Préparez-vous à lever un verre à une découverte révolutionnaire dans le monde du vin. Des chercheurs ont découvert des traces de ce qui pourrait être le vin le plus ancien du monde au fond de jarres en terre cuite dans une grotte en Sicile. Cette découverte révèle que le vin était fabriqué et consommé en Italie il y a plus de 6000 ans, repoussant la date présumée de la vinification italienne d'au moins 3 millénaires. Contrairement aux découvertes précédentes, qui montraient seulement que les raisins étaient cultivés, cette recherche a mené à l'identification de résidus de vin réels. Les échantillons ont été prélevés sur des jarres de stockage de l'âge du cuivre tardif trouvées en 2012 dans une grotte calcaire sur le Monte Cronio, près de Chiaca, sur la côte sud-ouest de la Sicile, et datées du 4e millénaire avant Jésus-Christ. La présence d'acide tartrique et de son sel, connu sous le nom de crème de Tartre, a confirmé l'utilisation du récipient comme conteneur à vin.
Cette découverte est significative car c'est la découverte la plus ancienne de résidus de vin dans toute la préhistoire de la péninsule italienne. Alors, la prochaine fois que vous apprécierez un verre de vin italien, rappelez-vous que vous participez à une tradition qui remonte à des milliers d'années. Qu'en est-il pour un goût de l'histoire ? Avant de continuer, je voudrais vous demander de vous abonner à la chaîne. Ça ne coûte rien. Ensemble, nous sommes plus forts. Tête des dieux grecs. Ensuite, nous allons à l'ancienne ville d'Aizanoa, située dans l'actuel Safdarhisar en Turquie, où des archéologues de l'université Gökhan Dumlupınar ont fait une découverte à couper le souffle, les têtes de plusieurs dieux grecs. Ces têtes de pierre représentent Eros, le dieu de l'amour et du sexe, Dionysos, le dieu de la vinification et de la festivité, le demi-dieu Héraclès et plusieurs autres divinités du panthéon grec. Aizanoa, fondée comme une ville phrygienne, a prospéré du début de l'Empire jusqu'au IIIe siècle de notre ère et est ensuite tombée en déclin. Les chercheurs ont également découvert une statue presque complète de plus de 2 mètres de haut représentant une figure masculine, possiblement une figure importante d'Aizanoï ou un héros légendaire ou dieu. Des fouilles précédentes ont mis au jour d'autres têtes de pierre, y compris Aphrodite et Dionysos. Ces découvertes mettent en lumière la riche tapisserie culturelle et religieuse de l'ancienne Aizanoï, révélant la connexion de la ville à la mythologie grecque et son importance en tant que centre politique et économique. Pensez à la grandeur de ces sculptures dans leur apogée, se tenant comme symbole de foi et d'art. Ces reliques ne sont pas de simples restes de pierre, elles sont les échos d'une civilisation qui a autrefois prospéré, un témoignage de la créativité humaine et du respect pour le divin. Collier en pierre colorée. Faisons un voyage vers le village néolithique de Baja, en Jordanie, où les scientifiques ont fait une découverte phénoménale. Un collier orné dans une tombe d'enfant datant entre 7400 et 6800 avant Jésus-Christ. Ce collier, composé de plus de 2500 pièces de pierre colorées et de coquillages, 2 perles d'ambre exceptionnelles, un grand pendentif en pierre et un anneau en nacre gravé, est l'un des ornements néolithiques les plus anciens et les plus impressionnants jamais trouvés. Les chercheurs, dirigés par Ala Al-Arachi, ont méticuleusement reconstruit le collier, maintenant exposé au musée de Petra, dans le sud de la Jordanie. L'artisanat et les matériaux exotiques révèlent des dynamiques sociales complexes, incluant des artisans, des commerçants et des autorités de haut statut. Cette découverte fournit de nouvelles perspectives sur les pratiques funéraires et la complexité sociale de la culture néolithique. La création du collier a impliqué un travail méticuleux et l'importation de certains matériaux d'autres régions. Imaginez les mains qui ont fabriqué cette pièce extraordinaire, l'enfant qui l'a portée et la communauté qui l'a chérie. Ce collier est plus qu'un bel artefact. Il est un lien vers une époque où les ornements faisaient le pont entre les mondes de la vie et de la mort, reflétant les valeurs et les identités d'une société ancienne. N'est-ce pas un aperçu fascinant de notre patrimoine humain partagé ? Stade en Anatolie. Nous avons maintenant une découverte passionnante dans l'ancienne ville de Magnésie, située dans le district d'Ortaklar de Germensik, dans la province égéenne d'Aydın en Turquie. Les archéologues ont déterré le stade le mieux préservé en Anatolie, une merveille entièrement faite de marbre et pouvant accueillir 40 000 spectateurs. Les fouilles, dirigées par le professeur Orhan Bingöl de l'université d'Ankara, se poursuivent depuis 28 ans et les travaux de cette saison ont révélé la partie semi-circulaire Svendona du stade, à plus de 60 mètres sous terre. Avec le stade, 5 structures significatives ont été mises au jour, incluant 2 gymnases, l'espace sacré d'Artémis avec le 4e plus grand temple d'Anatolie, le théatron et même des toilettes communales qui servaient simultanément 32 personnes. Le stade, qui accueillait des jeux semblables aux Olympiques, sera entièrement déterré après près de 700 ans, retournant à ses jours de gloire. Il est étonnant de penser aux grands événements qui ont eu lieu ici, au rugissement de la foule et aux athlètes concourant pour la gloire d'une manière à laquelle les athlètes modernes pourraient facilement s'identifier. Cette découverte éclaire non seulement les pratiques sportives et culturelles de l'ancienne Magnésie, mais révèle aussi la civilisation avancée et la prouesse architecturale de l'époque. Thème mystérieux. Dans un laboratoire secret, l'histoire était sur le point d'être réécrite. Cet artefact défie toutes les notions de réalité connues. Avec des gravures racontant une civilisation perdue et des sphères pulsantes d'énergie bleue, l'objet devant le spécialiste semblait plus un artefact d'une ère extraterrestre qu'un reliquaire de l'histoire humaine. La communauté scientifique est en émoi.
Ce n'est pas une découverte ordinaire, c'est le genre de trouvaille qui se produit une fois tous les millénaires et qui pourrait en effet remettre en question le tissu même de notre compréhension historique. D'où vient-il? Comment est-il arrivé ici? Certaines théories suggèrent qu'il s'agit d'un dispositif de communication, peut-être une machine ancestrale capable de connecter différents points dans le temps et l'espace. D'autres osent dire que c'est une source d'énergie d'une civilisation avancée, une technologie qui, si elle était comprise, pourrait propulser l'humanité dans une nouvelle ère de découverte. Mais, comme toujours, la vérité est bien plus mystérieuse et certainement plus incroyable. Quel est le but de ces sphères luminescentes qui semblent contenir un cosmos en elles? Partagez avec nous vos théories et votre opinion dans les commentaires. Casque de Méric. Permettez-nous de vous présenter le casque de Méric, un casque en bronze à pointe de l'âge du fer qui réside au British Museum à Londres. Créé au 1er siècle de notre ère, ce casque est l'un des 4 seuls casques de l'âge du fer jamais découverts en Grande-Bretagne. Contrairement au casque cornu de Waterloo, le casque de Méric est sans cornes et semble être basé sur un modèle romain. Certains pensent qu'il aurait pu appartenir à un auxiliaire britannique, combattant dans l'armée romaine lors des campagnes contre les tribus brigantes de 71 à 74 de notre ère. Bien que sa provenance soit inconnue, on pense qu'il provient du nord de la Grande-Bretagne, possiblement du trésor de Stanwix, trouvé près du camp de Stanwix dans le Yorkshire du Nord. Le casque est considéré comme une version celtique d'un casque auxiliaire romain, fabriqué à partir d'une seule feuille de bronze avec une décoration de style latin. Il présente un capuchon conique avec une garde de coups pointus et 2 bosses plates et bombées avec des rainures entrecroisées. Le casque de Méric est plus qu'une pièce d'armure ancienne, c'est un symbole de la fusion des cultures et de l'art d'une époque révolue. Il rappelle également que les anciens Romains n'étaient pas la seule culture avancée à exister en Grande-Bretagne il y a 2000 ans. Pierre de Magdala. La pierre de Magdala, qui a été découverte dans une ancienne synagogue en Israël en 2009, provient d'un point dans le temps qui intéresse l'histoire juive et chrétienne. Selon certains chercheurs, ce bloc de pierre sculpté bouleverse totalement les hypothèses sur le judaïsme ancien. C'est une rareté archéologique car, lorsqu'elle a été sculptée, l'artiste qui l'a faite pouvait encore voir le second temple debout à Jérusalem. La fenêtre de temps pour quand elle aurait pu être sculptée commence en 20 avant Jésus-Christ et se termine en 70 de notre ère. Les historiens ont spéculé, bien que sans beaucoup de preuves, que cela pourrait signifier que Jésus-Christ a enseigné à l'intérieur de la synagogue de Magdala, près de la mer de Galilée. La Bible nous dit que c'était le lieu de naissance de Marie-Madeleine. Certains experts ont longtemps soutenu qu'avant la destruction du Second Temple, les synagogues ressemblaient plus à des centres communautaires qu'à des bâtiments sacrés. La présence d'une menorah à 7 branches gravées sur le côté de la pierre de Magdala est aussi inhabituelle que la pierre elle-même, car c'est la seule représentation de cette ère qui ait jamais été trouvée à l'intérieur d'une synagogue. Cela contrecarre l'hypothèse que les synagogues n'étaient rien d'autre que des espaces sacrés, car la menorah est probablement une représentation symbolique du Second Temple lui-même. Pyramide de Tucumán. Si vous deviez voyager au Pérou, vous pourriez trouver l'ancienne et souvent négligée merveille de Tucumán. Certains archéologues la surnomment la vallée des pyramides péruviennes. Pourquoi les anciens Péruviens ont choisi de construire ici reste un mystère. C'est à des kilomètres de toute trace de civilisation coincée entre le Pacifique et les Andes et largement sans caractéristiques particulières. Néanmoins, la culture sicane a construit ici plus de 250 petites pyramides pour des raisons inconnues. Les pyramides sont regroupées en 3 ensembles, qui pourraient également avoir été des établissements. Il semble que les 3 ensembles de pyramides aient été construits l'un après l'autre plutôt qu'en même temps. La structure la plus ancienne ici date du XIe siècle et il y a des signes d'occupation jusqu'au XVIe siècle. À cette époque, le site avait été utilisé par les Chimú et les Incas, longtemps après la disparition du peuple secondaire. Une enquête archéologique réalisée ici en 1988 a déterminé que le canal de Taimi a été créé à peu près en même temps que la plus ancienne des pyramides et est donc vraisemblablement connecté d'une manière ou d'une autre. De manière glaçante, les personnes les plus proches de Tucumán l'appellent Purgatorio et disent que le nom existe parce que c'est là que les Espagnols amenaient les personnes qui refusaient d'accepter le christianisme et les jetaient du haut des pyramides. Broche de Tara. En parlant d'exemples intrigants de découvertes anciennes, examinons l'un des plus beaux objets jamais créés par les Celtes. Certains historiens iraient même jusqu'à déclarer le meilleur sans conteste. Elle s'appelle la broche de Tara et, à part sa beauté, on sait très peu de choses à son sujet.
Nous pensons qu'elle était probablement utilisée comme fermoir pour un manteau, mais nous n'en sommes pas sûrs. Nous pouvons dire qu'elle a probablement été créée au 7e siècle, mais nous ne pouvons pas le prouver. Même son nom est un peu trompeur. Elle est nommée d'après la colline de Tara, qui se trouve dans le comté de Meath, en Irlande. Mais la broche a été trouvée à 50 km de la colline, à Bettystown. Nous supposons que la broche de Bettystown n'avait pas le même cachet. L'histoire la plus courante de sa découverte est qu'une paysanne l'a trouvée échouée sur la plage de Bettystown dans une boîte en 1850. Mais il y a d'importants doutes sur la véracité de cette histoire. Sa première apparition publique enregistrée fut à la Grande Exposition de Londres en 1851. À ce moment-là, elle appartenait à un bijoutier nommé George Waterhouse, qui vivait à Dublin. Si les experts ont raison sur ses origines du 7e siècle, elle n'aurait pu appartenir qu'à un royal ou un noble, car quiconque en dehors de ces classes était interdit par la loi de posséder des bijoux en or ou en argent en Irlande à l'époque. Plus ancien stylo à encre. Il est parfois dit que la plume est plus puissante que l'épée. Nous n'en sommes pas sûrs, mais nous savons que la plume peut parfois être plus intéressante que l'épée. Comme preuve, voici le plus ancien stylo à encre d'Europe. Il a été découvert lors d'une fouille archéologique à Buren, en Irlande, en décembre 2021. Le stylo a été trouvé à l'intérieur d'un établissement du Xe siècle connu sous le nom de Cashel, qui est censé avoir été utilisé jusqu'au XVIIe siècle et avoir accueilli une population aisée. La conception du stylo est innovante, avec un canon en os creux surmonté d'une plume en alliage de cuivre. Vous pouvez le considérer comme un lointain cousin du stylo moderne. Les tests ont indiqué que le stylo a été fabriqué au XIe siècle, ce qui en fait une découverte surprenante dans le contexte de son emplacement, car on a longtemps cru que la littératie en Irlande était réservée aux membres de l'Église de plus haut rang plutôt qu'aux gens du commun. Même en tenant compte de cela, les plumes d'oie étaient à la méthode d'écriture préférée à l'époque. Le stylo semble être un exemplaire unique et nous laisse avec des questions sans réponse sur son propriétaire. C'est tout pour aujourd'hui. Quel a été votre moment préféré? Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous. À bientôt.